Un petit test, voilà, c'est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette salle de conférence pour cette première conférence du cycle Les particules passives élémentaires. Alors, c'est un cycle de conférences que l'on a fait en lien avec l'exposition sur la LHC qui est en ce moment juste à côté. C'est une exposition anglaise adaptée donc, pour la France, donc on a rajouté pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est une exposition qui a été faite en collaboration avec le CEA, le CNRS, et qui est labellisée 60 ans du CERN. Donc ce cycle de conférences a également ce label 60 ans du CERN. Et donc juste une petite photo pour l'exposition. Alors je vous marque ici le cycle de conférences tel qu'il aura lieu. Donc c'est 5 samedis après-midi. Et pour chaque conférence, nous avons essayé d'avoir un théoricien, un expérimentateur pour avoir vraiment un débat entre les deux. Et on passe en revue en gros tous les sujets qui sont liés au LHC et aux 4 notamment expériences Atlas, CMS, ALICE et LHCb. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Gilles Cohen-Tanucci qui va nous parler du modèle standard, de la théorie de la physique des particules actuelles. La semaine prochaine, nous aurons une conférence avec Étienne Klein et Sandrine Laplace sur le boson de Higgs. La semaine d'après, sur la matière primordiale et plus précisément sur le plasma quark-gluon avec Sébastien Descotes-Génon et Raphaël Granier. Nous passerons ensuite à l'antimatière avec Jérôme Charles et Stéphane Montaigne et nous terminerons vers une sorte de perspective vers le futur. Donc essayez de voir, parce que le modèle standard aujourd'hui n'est pas suffisant, il y a des théories un peu qu'on peut appeler exotiques qui sont étudiées en ce moment, donc vers une nouvelle physique avec Jean Orloff et Pierre Binetruy. Donc aujourd'hui, oui, juste avant, j'insiste aussi sur le fait que le mercredi 17 décembre, il y aura au Palais des Découvertes une projection du documentaire Particle Fever. Donc, en gros, c'est une équipe de tournage qui s'est un peu immergée dans le CERN, le LHC, pendant 5 ans et qui a montré un peu le quotidien de ces physiciens des particules, mais également des théoriciens et qui met en lien les deux. Et cette projection sera suivie d'un débat entre un expérimentateur et un théoricien. On y tient beaucoup à ce lien entre les deux. Ah, alors, l'horaire n'est pas encore défini. C'est pour ça que je ne l'ai pas marqué. Mais retournez sur le site. Là, en fait, c'est quelque chose qui est en préparation et ça sera plutôt vers 19h, 20h. Voilà. Maintenant, l'horaire précis, je ne l'ai pas. Alors, aujourd'hui, nous accueillons donc Gilles Cohen-Tanucci. Donc, c'est un honneur de le recevoir ici au Palais des Découvertes. Il est ancien élève de l'école polytechnique et aujourd'hui chercheur émérite au LARCIM, donc le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, dirigé par Étienne Klein, justement, qui sera là la semaine prochaine. Donc il nous fait l'honneur de venir aujourd'hui pour nous parler un peu de cette histoire de la physique des particules et de voir comment a été élaboré ce modèle standard de la physique des particules, ce modèle qui aujourd'hui a été renforcé par la découverte du boson de Higgs. Donc je vous laisse la parole, mais juste avant, j'aimerais faire un petit peu de publicité pour son livre qui est sorti il y a peu, qui s'appelle Le boson et le chapeau mexicain. Vous verrez le lien dans ce livre entre ces deux. Et je crois que ce livre est d'ailleurs disponible à la boutique du Palais de la Découverte. Donc voilà, donc la publicité est terminée. Je laisse la parole à Monsieur Cohen-Tanucci. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup. Bien, on va peut-être... Voilà, mesdames et messieurs, je suis ravi de revenir encore une fois au Palais de la Découverte parce que j'ai fait assez souvent des interventions ici. Et donc, j'ai choisi d'intituler cette conférence « Une brève histoire du modèle standard consolidé ». Vous allez voir qu'est-ce que j'entends par le modèle standard consolidé. En fait, c'est la mise en commun de 2 modèles standards, celui de la physique des particules et celui de la cosmologie. Et la consolidation, c'est qu'elle débouche sur vraiment un grand récit de l'univers. Voilà. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire partager. Alors, je vais commencer par poser une question
qu'on a vu revenir dans toutes les télévisions après l'affaire de la comète, et qu'on avait déjà revu après la découverte du boson de Higgs. Pourquoi faisons-nous tout cela? C'est vrai qu'on fait des efforts qui sont considérables. Pourquoi? Et ma conférence aujourd'hui, c'est de tenter d'essayer de vous expliquer comment, personnellement, je vois la réponse à ce pourquoi. Alors, vous avez la découverte du boson de Higgs, que nous appelons le boson BEH au LHC, ce qui motive d'ailleurs l'exposition actuelle du Palais de la Découverte. C'est que ça a marqué une apogée. C'était la plus grande expérience scientifique de tous les temps. C'est le sous-titre de l'exposition. Donc, c'est vraiment... Et alors, ça n'est pas fini. À cause de l'incident qu'il y a eu en 2008, on a dû faire fonctionner le LHC à la moitié de sa puissance. Et on a déjà une bonne découverte. Donc là, en 2015, l'énergie et l'intensité de la machine vont être doublées. Et donc là, en principe, on atteindra les valeurs nominales. Et donc, peut-être qu'il y aura d'autres découvertes autour de la découverte du boson BEH. Donc, ensuite, vous avez une autre expérience, c'est une expérience spatiale, avec le satellite Planck, qui a fait l'observation du rayonnement de fond cosmologique avec une très grande résolution, et qui a déjà donné une moisson extrêmement importante de résultats. Mais d'ici fin 2015, les équipes du satellite Planck seront en mesure de nous donner la totalité des analyses de leurs résultats. Et on attend des choses extrêmement importantes. Et puis alors là, j'avais évoqué la comète, cette photo la première photo que la sonde a pu transmettre depuis la surface de la comète, qui est quelque chose d'absolument... moi, je dois dire que j'ai été époustouflé par cette réussite. Donc, pourquoi faisons-nous tout cela? Ce que je vais essayer de... Voilà, la thèse que je voudrais avancer, c'est que, au-delà des motivations très, très précises de chacune de ces expériences, le boson de Higgs, c'est essayer de comprendre comment la masse vient aux particules. Le satellite Planck, c'est d'essayer de comprendre quel est l'état de l'univers vraiment très très primordial, à des temps très, très, très brefs après le Big Bang. Ça, la comète, c'est pour essayer de comprendre les origines, éventuellement l'origine du système solaire, avec peut-être... quelques clés sur la compréhension des origines de la vie, mais au-delà de ça, il me semble qu'il y a une raison plus large, et qui finalement est commune aux trois, c'est que finalement, on essaye d'aller jusqu'à la limite de nos possibilités en tant que genre humain. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer, de mettre à l'épreuve toutes nos possibilités pour essayer de répondre à des questions extrêmement importantes, Et il me semble que ça, c'est dans les trois expériences, dans des tas d'autres. Vous avez aussi, par exemple, le satellite Herschel, qui examine la formation des galaxies elles-mêmes, des étoiles au sein des galaxies. Vous avez la collaboration Gaia, qui veut faire une cartographie de toutes les étoiles, ou pratiquement toutes les étoiles de notre galaxie. C'est une entreprise fantastique. Et donc, j'ai l'impression que toutes ces expériences qui mettent en commun des moyens considérables, elles ont le même but, essayer de montrer comment, lorsque l'on s'entend, qu'on arrête de se taper sur la figure, mais qu'on se met tous ensemble, on arrive à faire des choses. Et il me semble qu'on retrouve ça aussi dans d'autres domaines. Si vous prenez les Jeux Olympiques, à quoi ça sert les Jeux Olympiques? On essaye de montrer quelles sont les possibilités du corps humain dans toutes les conditions. Et puis même si on remonte dans le passé, les grandes cathédrales du Moyen-Âge, qui se faisaient en un siècle, voire en 2 siècles, on essayait de se montrer qu'il était possible de réaliser ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer. Mais alors, pour ça, pour ces expériences, on a une conjonction de 3 aspects. Il y a l'aspect théorique. Il faut qu'on ait une théorie qui soit solide, qui va nous permettre de motiver des montages expérimentaux. Donc il faut imaginer des expériences pour tester telle ou telle théorie.
Et puis, il faut disposer des instruments qui nous permettent de faire ces expériences. Et là, c'est quelque chose qui est commun pratiquement à tous les domaines. Alors, pour vous expliquer un peu la raison de cet objectif, je fais référence au travail de Georges Lemaître, qui est le chanoine qui a été le père de la théorie qu'on a appelée après la théorie du Big Bang. Mais lui, il n'avait pas appelé la théorie du Big Bang, lui, il avait appelé l'hypothèse de l'atome primitif. Donc il imaginait que l'univers était né dans un énorme noyau qui se désintégrait et qui arrivait à produire toutes les particules. Le Big Bang, ça a été nommé par des gens qui voulaient critiquer le maître, qui voulaient un peu le ridiculiser. Le Big Bang, c'est le grand boom. C'est pour se moquer un peu de lui. Donc voilà ce qu'il dit. L'objet d'une théorie cosmogonique est de rechercher des conditions initiales idéalement simples, d'où a pu résulter, par le jeu des forces physiques connues, le monde actuel dans toute sa complexité. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors là, sur cette photo, on voit le chanoine Georges Lemaître à côté d'Einstein. Et puis il y a la préface de cet ouvrage qui a été écrite par un philosophe que j'affectionne beaucoup, Ferdinand Gonset, qui est un philosophe suisse, un mathématicien, physicien, philosophe, qui a fait la préface et dont le biographe de Georges Lemaître nous dit qu'il a eu une très grande influence sur Georges Lemaître. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Georges Lemaître s'est trouvé un peu entre deux feux. D'une part, d'un côté, il avait les rationalistes, les matérialistes, qui lui reprochaient de vouloir prouver la création, puisque c'est un prêtre catholique, il le soupçonnait de vouloir prouver la création. Et d'autre part, de l'autre côté, il avait le pape Pie XII qui voulait le récupérer, pour montrer que, vous voyez, il avait une preuve de l'existence de Dieu. Bon. Et donc il a dû un peu réduire, il a un peu minimisé son apport. Et il a dit, voilà, moi, mon apport, simplement, je vous raconte une belle histoire. Le monde est une belle histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Les tourbillons de Descartes n'ont pas survécu au progrès de la science. Peut-être reste-t-il quelque chose de l'attitude mentale qui faisait dire à Descartes « Mundus est fabula », le monde est une fable, dans ce que Poincaré appelait plus tard les hypothèses cosmogoniques, par lesquelles l'homme, alors voilà la phrase importante à mon avis, ne peut s'empêcher d'essayer de se raconter l'histoire de l'univers et de reconstituer son évolution passée. C'est un besoin de l'homme. Et j'ai même tendance à dire que, alors là je voudrais rajouter ça, c'est que c'est un besoin existentiel. Ce besoin existentiel, on va le comprendre de la façon suivante. J'ai mis 3 personnages ici, Gaston Bachelard, Jacques Monod et Ferdinand Gonset. Alors voilà ce que dit d'abord Bachelard. Au-delà du sujet, au-delà de l'objet immédiat, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la pensée scientifique, la méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Alors, Jacques Monod, cité par Gonset, nous dit « L'être vivant est un objet porteur d'un projet d'exister ». Et Gonset rajoute que le référentiel, c'est l'organe du sujet qui lui sert à mettre en œuvre son projet d'exister. Alors le référentiel, c'est, par exemple, le modèle standard, c'est le référentiel de la physique. Et donc, ce besoin de disposer d'un référentiel dont on peut tester en permanence la fiabilité, c'est un besoin existentiel. Et c'est ça qui, à mon avis, justifie ce que je disais, à savoir qu'on essaye, dans ce type d'expérience, de se mettre tous ensemble pour tester la fiabilité de ce qu'on est capable de faire. Alors voilà, à partir de là, maintenant, je vais prendre l'histoire du modèle standard. Quand je dis « nous venons-nous », c'est du point de vue de la connaissance. Tout à l'heure, je dirai « où en sommes-nous » et je terminerai par « où allons-nous ». Mais ça, c'est du point de vue de la connaissance. Mais du point de vue de la réalité,
Il faut voir les choses en sens inverse. Où allons-nous du point de vue de la connaissance? C'est vers l'état le plus proche des origines. Donc, en quelque sorte, l'histoire de la connaissance tend à remonter le temps de l'histoire de l'univers. Hein? Donc, ayons ça présent à l'esprit tout au long de la conférence. Donc, d'où venons-nous? Eh bien, nous venons de l'apogée de la physique classique à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. On avait 3 grandes synthèses qui sont à mettre à l'actif de la physique classique, qui d'ailleurs est entrée en crise au début du XXe siècle. Alors, l'histoire du modèle standard, voilà, je la commence ici, je la continuerai. Vous avez ce rectangle bleu parce que je masque ce qui a lieu après. Au XVIIe siècle, nous avons, avec le cadre théorique de Galilée, Newton, etc., eh bien, on a le premier modèle standard qui est arrivé, c'est la théorie de la gravitation universelle de Newton. Et au XIXe siècle, on a eu d'abord l'extension de la mécanique newtonienne en mécanique analytique, par les travaux essentiellement de Lagrange, Hamilton et Jacobi, et puis la naissance de la thermodynamique statistique. Et au milieu du XIXe siècle arrive une première modification du modèle standard, qui est la théorie électromagnétique de la lumière de Maxwell. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, on avait 3 synthèses spectaculaires qui étaient, d'abord la théorie de la gravitation universelle, qui fait la synthèse de la mécanique terrestre et de la mécanique céleste. Vous avez ensuite la mécanique analytique, avec les travaux de Lagrange, Hamilton, la théorie cinétique de la matière, la thermodynamique statistique, qui fait donc la synthèse de la mécanique et de l'hypothèse atomique. Une hypothèse qui datait de 25 siècles et qui était encore contestée au début du XXe. Et puis vous avez l'autre synthèse, qui est la théorie électromagnétique de la lumière, de Maxwell, Faraday et Hertz, qui réalise la synthèse de l'optique, de l'électricité et du magnétisme. C'est donc quand même quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et alors donc, la théorie électromagnétique de Maxwell et la théorie de la gravitation de Newton, c'est le départ du modèle standard. Et ce qui se passe, ça me permet de définir ce que j'entends par modèle standard. Le modèle standard, c'est l'ensemble des théories de référence historiquement datées qui ne seront vraisemblablement plus jamais complètement invalidées, mais qui pourront être dépassées et englobées dans des théories plus puissantes. Mais c'est des théories qui, même quand elles sont dépassées, elles continuent à fonctionner dans leur domaine de validité. Par exemple, le travail de la mécanique céleste qui a permis de guider la sonde vers la comète est essentiellement newtonien. Avec la théorie de la gravitation de Newton, ça suffit. Alors il y a des petites corrections, et on est capable de tenir compte de ces corrections. C'est des calculs très compliqués, parce que c'est un problème à plusieurs corps, vous avez les planètes qui influent les unes sur les autres, mais fondamentalement, c'est le modèle standard de Newton qui fonctionne. Tout ce qui concerne l'électricité, l'électromagnétisme, l'électrocinétique, même finalement les télécommunications, ça marche avec la théorie de Maxwell. Il y a des petites corrections. Les aspects qui vont au-delà de la théorie de Maxwell sont dans les instruments, mais la théorie de base, c'est la théorie de Maxwell. Alors, quant à cette troisième synthèse entre la mécanique et l'hypothèse atomique, elle s'est développée de façon très importante. On a été, au début du XXe siècle, on doutait de l'hypothèse atomique, mais il y a eu des expériences. Alors voilà encore, des expériences où on a mis le meilleur que l'on pouvait. C'est Jean Perrin qui les a menées, le fondateur du Palais de la Découverte. Donc, vous avez les expériences de Jean Perrin à partir de théories, en particulier celle d'Einstein, la théorie du mouvement brownien,
qui a pu monter des expériences permettant de prouver l'hypothèse atomique, c'est-à-dire de compter les atomes, de déterminer le nombre d'Avogadro d'une quinzaine de manières différentes, et puis de converger vers une valeur unique du nombre d'Avogadro. Donc il montrait la réalité des atomes. Mais là aussi, c'était des expériences avec des prouesses d'imagination pour l'instrumentation qui étaient extraordinaires pour l'époque. Donc c'était encore un peu le même fil conducteur que ce que je disais jusqu'à présent. Cela étant, alors que l'hypothèse atomique avait duré 25 siècles, eh bien, en un demi-siècle, dans la moitié du XXe siècle, on a découvert tout un empilement de structures. Sous la molécule, il y a l'atome, sous l'atome, il y a le noyau, les électrons, sous le noyau, il y a les protons et les neutrons, sous les protons et les neutrons, vous avez les quarks. Et maintenant, les quarks, ce sont les particules du modèle standard. D'autre part, on ne connaissait que deux interactions fondamentales, l'électromagnétisme et la gravitation. Et puis, en étudiant la structure de la matière, on a découvert deux autres interactions, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, à l'interface de ces trois synthèses, on avait des problèmes. Le problème de l'éther, entre l'électromagnétisme et la gravitation, parce qu'on se dit, s'il y a l'éther, parce que la théorie électromagnétique, au départ, on pensait qu'elle était basée sur la mécanique. Il fallait un milieu porteur des ondes électromagnétiques, c'était l'éther. Mais s'il y avait cet éther, la Terre, en se déplaçant dedans, devait produire des effets qui devaient être testés. Et ça n'a pas marché, on n'a pas trouvé. C'est l'échec des expériences de Michelson et Morley. Vous avez aussi l'effet photoélectrique, qu'on ne comprenait pas. Le rayonnement du corps noir, qu'on ne comprenait pas, dont on ne comprenait pas les propriétés universelles. Et ça a été élucidé par Planck en 1900 et ensuite par Einstein en 1905. Et enfin, vous aviez aussi une difficulté qui était la récession du périhélie de Mercure. Mercure est la planète du système solaire qui est la plus proche du Soleil et donc dans laquelle elle a le champ gravitationnel le plus fort. Eh bien, si on faisait des calculs à partir de la théorie newtonienne et puis à partir des perturbations faites par les autres planètes, on n'arrivait pas à trouver le fait que le périhélie, c'est-à-dire le point de la trajectoire de Mercure qui est le plus proche du Soleil, se déplace dans le temps de 43 secondes d'arc par siècle. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous montre d'ailleurs comment les calculs étaient très précis déjà à cette époque, et les observations aussi étaient extrêmement précises. Eh bien, la résolution de ces problèmes a abouti à la révolution de la naissance de la physique du XXe siècle, la relativité et les quanta. Alors, ceci m'amène à la deuxième partie. Où en sommes-nous? Alors là, je vais essayer de vous décrire un peu. Alors, je ne vais pas faire l'historique de toutes les découvertes, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, et ça n'est pas vraiment ce que je vise dans cette conférence. Mais je voudrais un peu souligner les acquis, faire le bilan de ce modèle standard, vous montrer ses acquis. Et cet acquis, à mon avis, c'est grâce à ce modèle standard consolidé, nous disposons maintenant d'un récit de notre univers. Et je vais un petit peu distinguer notre univers avec un U minuscule de l'univers avec un U majuscule. Donc nous avons maintenant un récit, une histoire de notre univers. C'est ce qui nous intéresse quand même le plus. Alors maintenant, j'ai dévoilé le reste du tableau. Et alors on a les différentes étapes qui sont datées de l'évolution de ce modèle standard. En effet, de 1900 à 1930, on a vu naître la mécanique quantique. Entre 1905 et 1915, s'est développée la théorie de la relativité. En deux temps, théorie de la relativité restreinte en 1905 et théorie de la relativité générale en 1915. Je signale entre parenthèses qu'à la fin 1915, il va y avoir une série de conférences à la Grande Bibliothèque de France sur les mécanos de la générale. C'est donc la mécanique de la relativité générale. Et alors vous aurez toute une série de conférences par des gens éminents sur vraiment la naissance de la relativité générale. Et donc la naissance de la cosmologie moderne. Donc vous avez un premier dépassement du modèle standard. En effet, avec Einstein et avec sa théorie de la relativité générale, il a
dépassé le modèle standard de Newton. Il l'a englobé dans une théorie plus puissante, plus large, qui le redonne à l'approximation des faibles champs gravitationnels, qui le redonne à l'approximation non relativiste. Et ce modèle-là, cette théorie, permet de rendre compte de la récession du périhélie de Mercure. Voilà. Donc pour lui, c'était l'expérience cruciale, et il a montré que ça pouvait marcher. Mais elle explique des tas d'autres choses, et en tous les cas, elle est à la base de la naissance de la cosmologie moderne. Parce que la cosmologie, jusque-là, ça n'existait pas comme discipline scientifique. C'était essentiellement des théories mythologiques, voire théologiques, mais ce n'était pas, ou philosophiques à la rigueur, mais pas des théories vraiment scientifiques. C'est une théorie qui traite l'univers, ou plus précisément notre univers, comme un objet scientifique, c'est complètement nouveau. Et de même aussi, s'est déroulé au cours de la première moitié du XXe siècle, bien, la découverte de nouveaux niveaux, et c'est comme ça que s'est établi entre 1930 et 1970 le modèle standard de la physique des particules, grâce à une théorie qui est la théorie quantique des champs, qui est une théorie quantique et relativiste, qui est à la base de la théorie de référence, le modèle standard, des particules élémentaires et des interactions qualifiées de fondamentales dans lesquelles ces constituants élémentaires sont impliqués, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible, à l'exclusion de l'interaction gravitationnelle parce qu'elle est trop faible pour être étudiée aux échelles des particules. Et donc c'est ainsi qu'on a un second déplacement du modèle standard de la cosmologie, parce que Einstein n'y était pas arrivé, c'est la théorie du Big Bang, qui a été considérée comme le modèle standard de la cosmologie. Et puis ensuite, vous avez un deuxième déplacement de la théorie de Maxwell, la QED, pour Quantum Electrodynamics, c'est l'électrodynamique quantique, qui a réussi à tenir compte des corrections quantiques et relativistes dans la théorie de Maxwell. Donc c'est un dépassement de la théorie de Maxwell, mais ce n'est pas une invalidation de la théorie de Maxwell. Alors là, les succès de cette théorie sont fantastiques. Les succès, c'est qu'on a trouvé des quantités qui sont calculables par la théorie et qui sont mesurables expérimentalement, et on a un accord qui est époustouflant, un cheveu sur la distance Paris-New York à peu près. Et donc, c'est la première brique du modèle standard actuel. Vous voyez, quand je souligne en rouge, c'est que ça fait partie du modèle standard. Et puis, il y avait eu la découverte de l'interaction faible, et il y a une première ébauche du modèle standard, qui est la théorie de Fermi, qu'on peut considérer comme l'approximation de basse énergie du modèle standard actuel de la théorie de l'interaction faible. On avait des spéculations plutôt phénoménologiques à propos d'interactions fortes avec Yukawa. Bon. Et alors, donc, de 1970 à 2012, eh bien, vous avez les théories qui rendent compte de toutes les interactions fondamentales, y compris d'ailleurs la gravitation, qui sont ce qu'on appelle des théories de jauge. Ce sont des théories qui sont invariantes par des transformations qui dépendent du point d'espace-temps où on les applique. Et avec ça, eh bien, on a un second dépassement du modèle standard de la cosmologie, avec ce qu'on appelle la cosmologie lambda CDM, lambda pour constante cosmologique et CDM pour cold dark matter, la matière sombre, froide, qui est le modèle qui est tout récent, qui date du début du XXIe siècle, qui est un dépassement du modèle du Big Bang, c'est-à-dire qu'il garde l'essentiel du modèle du Big Bang, mais il résout des problèmes que le modèle du Big Bang n'arrivait pas à résoudre. Et puis vous avez le modèle standard de la physique des particules, avec ce qu'on appelle d'abord la théorie électro-faible de Glashow, Salam et Weinberg, confirmée par la découverte du boson de Higgs, du boson de Boole-Tangler et Higgs. Et puis pour l'interaction forte, eh bien, vous avez la QCD, la Quantum Chromodynamics, qui est un peu calquée sur l'électrodynamique quantique, mais juste généraliser ce qu'il faut pour arriver à résoudre
les problèmes d'une effroyable complexité que l'on rencontrait pour décrire l'interaction forte. Donc voilà, on dispose maintenant d'un modèle standard. Et l'idée étant que ce qui est très important, c'est de consolider ces deux modèles standards pour voir comment on peut arriver à obtenir ce grand récit de l'univers. Alors voilà donc quelle est maintenant la nouvelle situation, le nouveau trépied. Vous voyez, essentiellement, on a gardé le même trépied, mais on a approfondi chacun des termes. La théorie de la gravitation est remplacée, de Newton, elle est remplacée par la théorie de la relativité générale. Et elle nous donne la base de la cosmologie, qui va traiter les échelles extragalactiques et cosmiques. La théorie quantique des champs, qui prend en compte les deux constantes universelles H et C, et qui est à la base du modèle standard, et donc de la physique dite des hautes énergies, qui explore des échelles subatomiques. Le noyau, en dessous du noyau, et puis les quarks, etc. Et puis vous avez la consolidation, vous avez, grâce à la mécanique statistique, mécanique et statistique quantique, la cinématique relativiste, et puis vous avez ce qu'on appelle une physique quasi-classique. Elle est quasi-classique en ce sens que c'est en première approximation, c'est classique, plus des petites corrections qui sont calculables grâce au modèle standard. De même, elle est quasi-classique du point de vue de la physique quantique, elle est quasi-newtonienne du point de vue de la physique relativiste. C'est-à-dire qu'on a des petites corrections qui sont un développement en puissance de 1 sur c. C, la vitesse de la lumière, qui est très grande, 1 sur c, c'est un petit nombre, et vous pouvez faire des corrections, et ça donne une physique quasi-newtonienne. Voilà donc quelle est un peu la situation maintenant, et c'est ce que je vais maintenant donc expliquer. Donc ce nouveau trépied de la physique, c'est 3 théories à 2 constantes. C'est 3 théories qui prennent chacune en compte 2 constantes, simultanément. Vous avez la théorie quantique des champs, qui est à la base du modèle de la physique des particules, le modèle standard de la physique des particules. Vous avez la relativité générale, qui tient en compte C et G, qui est la théorie géométrodynamique de la gravitation et qui est au fondement du modèle standard de la cosmologie. Et enfin, vous avez la statistique quantique, qui prend en compte tous les phénomènes où vous avez un grand nombre de composants et où on ne peut pas négliger les effets quantiques. C'est le cadre général de la consolidation des modèles standards de la cosmologie et de la physique des particules. Et donc, au moyen de modélisation et de simulation informatique. Alors, effectivement, dans ce domaine, c'est devenu l'outil le plus performant que l'on ait. Vous savez que Einstein disait Dieu ne joue pas au dé. Mais nous ne jouons pas au dé, mais nous jouons à la roulette de Monte-Carlo. En fait, les simulations, c'est au départ des générations de nombres au hasard qu'on appelle des modèles de Monte-Carlo. Donc on passe notre temps à faire ça. Et il faut dire que les simulations sont devenues quelque chose d'extrêmement envahissant. Vous le trouvez dans tous les jeux vidéo, mais vous le retrouvez aussi quand vous faites une expérience, vous ne pouvez plus vous passer de modélisation. Il faut modéliser la façon dont votre appareil va réagir et comment vous pouvez modéliser les prédictions de la théorie et puis voir comment vous pouvez réaliser l'expérience. Je suppose, je suis prêt à parier, je ne suis pas au courant du travail des gens de la Comète, mais je suis sûr qu'ils ont fait énormément de simulations. Alors, on va passer un petit peu sur la grande découverte du modèle standard, c'est le grand acquis de la physique des particules, donc le mécanisme et le boson BEH. Alors, le problème, c'est qu'on était confronté à un défi, le défi de l'unification électrofaible. Alors voilà, cette unification, apparemment, elle est possible, des interactions faibles et électromagnétiques. C'est deux interactions qui sont très différentes. L'interaction électromagnétique, c'est celle que l'on retrouve avec l'électricité, qui a une portée macroscopique, mais on la retrouve aussi aux échelles microscopiques. Quant à l'interaction électromagnétique, elle est à l'origine de la chimie, donc de la biochimie, donc de la biologie. Elle est partout, elle est absolument omniprésente. Quant à l'interaction faible, on peut se dire que ça n'a rien à voir. Elle est responsable de la désintégration
de certaines désintégrations radioactives, la désintégration bêta, où un neutron se transforme en un proton avec un électron et un antineutrino. Elle est aussi très importante parce que c'est elle qui est à l'origine des réactions de fusion thermonucléaire au cœur des étoiles. L'énergie du Soleil, c'est de l'énergie qui vient de l'interaction faible. Alors c'est une interaction, elles ont des propriétés très... Les deux interactions, la faible et l'électromagnétisme, ont des propriétés très différentes. Pourtant, on a essayé de les unifier parce qu'on s'est rendu compte qu'à un niveau profond, elles devaient peut-être avoir des propriétés communes, voire une origine commune. Et donc, voilà, on s'est rendu compte que cette unification était possible avec un modèle qui était le modèle dit des bosons intermédiaires, massifs. Alors, mais sans la propriété type qui fait que l'interaction de QED, sans la propriété de QED, ce modèle des bosons intermédiaires massifs n'est pas renormalisable. Attendez un moment, dans une minute, je vais vous expliquer ce que j'entends par le mot renormalisable. Par contre, avec l'invariance de jauge, qui est la propriété caractéristique de l'électrodynamique quantique, ce modèle serait renormalisable. Mais il faudrait alors que les bosons intermédiaires fussent sans masse. Or, d'autre part, pour qu'existe une théorie asymétrie de jauge dans l'interaction faible, il faut aussi que tous les constituants élémentaires de la matière, ce qu'on appelle les fermions, soient sans masse. Or, des bosons intermédiaires sans masse et des fermions sans masse sont en contradiction flagrante avec l'expérience. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une théorie renormalisable? C'est une théorie, en fait, en gros, c'est une théorie calculable. C'est une théorie qui est telle que toutes les intégrales qui divergent, qui valent l'infini, qui entrent dans les calculs théoriques des observables physiques, peuvent être rendues finies au prix d'une redéfinition, dépendant de l'énergie, de ces paramètres fondamentaux. Donc, c'est très artificiel, très ad hoc. On s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce critère de renormalisabilité. Mais enfin bon, les théories, pour avoir une théorie qui unifie interaction faible et interaction électromagnétique, qui soit renormalisable, c'est-à-dire qui soit calculable, qu'on puisse comparer à l'expérience, il faudrait qu'elle soit renormalisable. Eh bien, ça n'est possible que si les bosons intermédiaires sont de masse nulle. Or, ils ne sont pas de masse nulle. Donc, il y avait de quoi se désespérer. Pourtant, on y est arrivé. Mais cela étant, laissez-moi faire une petite parenthèse extrêmement importante. J'ai dit qu'il y a des particules massives et des particules sans masse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une particule n'a pas de masse? Qu'est-ce que la masse? Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'en mécanique classique, il n'y a pas de matière sans masse. Il n'y a pas d'énergie sans mouvement. Il n'y a pas de limite à la vitesse à laquelle on peut accélérer une particule. Ça, c'est de la physique classique. Donc, il n'y a pas de matière sans masse. Donc, si on dit les particules, c'est de la matière, il n'y a pas de particules sans masse. Et ceci, on le retrouve dans cette équation. C'est une des rares équations que j'écrirai. Que l'énergie, vous voyez, pour caractériser l'état de mouvement d'une particule, on a trois variables, l'énergie, la masse et la quantité de mouvement, qui est un vecteur à trois composantes, P. Donc E égale P2 sur 2M, ça veut dire aussi E égale 1,5 de MV2, ça vous dit que c'est de l'énergie cinétique. Donc il n'y a pas d'énergie sans mouvement. Alors par contre, quand on passe à la relativité, en mécanique relativiste, les choses changent. Il n'y a pas de matière sans énergie. Même au repos, une particule de masse m a une énergie, qui est une énergie potentielle, égale à mc2, où c est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est indépassable. La masse d'une particule peut être nulle. Auquel cas, cette particule se déplace comme la lumière, quel que soit le repère, à la vitesse c. Vous voyez que les choses changent radicalement. Et alors tout ceci se trouve dans l'équation qui généralise celle de la physique classique qui est écrite ici. Vous avez
vous pouvez relier le carré de l'énergie, le carré de la quantité de mouvement et le carré de la masse. Vous avez E2 égale P2C2 plus M2C4. Alors, vous voyez que dans cette équation, vous pouvez faire P égale à 0. Vous mettez la particule au repos. Alors, vous avez que l'énergie dans le repère où la particule est au repos, que j'appelle E0, qui est égale à mc2. Voilà l'équation d'Einstein. Vous voyez, c'est la seule façon d'écrire correctement l'équation d'Einstein. Ce qui est égal à mc2, c'est E0. C'est l'énergie lorsque la particule est au repos. Vous pouvez, si vous le voulez, définir une masse dépendant de la vitesse. Alors vous trouvez que la masse dépendante de la vitesse, mv, est égale à m divisé par la racine carrée de 1 moins v2 sur c2. Alors vous voyez sur cette équation que si v égale c, le dénominateur s'annule. Mais vous pouvez définir une vitesse, une masse si vous voulez, parce que le numérateur aussi peut s'annuler. Et vous avez la forme 0 sur 0. Et donc avec la forme 0 sur 0, vous avez une énergie qui est arbitraire, vous avez une quantité de mouvement P qui est arbitraire, mais la relation entre E et P est donnée. C'est que E égale PC. Donc vous voyez, quand M égale 0, V égale C. Et si V égale C, ben c'est quel que soit le repère. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est donc en fait, fondamentalement, d'un point de vue épistémologique, ce qui s'est passé, c'est que en physique classique, la masse précède l'énergie. Il n'y a pas d'énergie sans mouvement. D'accord? Mais vous avez obligatoirement de la masse. En physique relativiste, l'énergie précède la masse. Alors, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez très bien avoir... alors, ce que on a réussi à montrer avec la découverte du boson de Higgs, c'est que l'énergie précède la masse, mais pas d'un point de vue logique, pas d'un point de vue de la connaissance, c'est d'un point de vue ontologique. C'est du point de vue du récit de l'univers. Il y a eu un moment où les particules n'avaient pas de masse. Et elles sont devenues massives. Voilà, c'est ça le grand acquis. Je dirais que le grand acquis du modèle standard de la physique des particules, c'est que la matière première, celle que l'on avait, la matière première, c'est-à-dire l'ingrédient de l'univers à l'état primordial, ce n'est pas des particules. C'est un objet qu'on appelle un champ quantique, qui est susceptible de se matérialiser, de s'individuer sous la forme de ce qu'on appelle des particules, qui sont en fait des quantas d'énergie, quantité de mouvement. Et donc, les particules ne sont pas des points matériels, ce n'est pas des petites billes qu'on peut mettre dans une boîte. Les particules ne préexistent pas. Ce qui préexiste, c'est un champ. Et un champ, c'est quelque chose de très réel, comme le disent Einstein et Infeld dans un très beau livre, L'évolution des histoires en physique, pour le physicien moderne. Le livre date de 1935. Pour un physicien moderne, le champ est aussi réel que la chaise sur laquelle il est assis. Donc c'est vraiment une véritable réalité. Bon. Mais en plus, si vous dites que c'est un champ quantique, ça, Einstein ne l'avait pas vu. Si c'est un champ quantique, c'est un champ qui peut se matérialiser, s'individuer. Les gens de l'informatique diraient s'instancier, s'exemplifier sous la forme de particules. Ça, c'est à mon avis un acquis vraiment, vraiment fondamental. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez dû entendre dire que le mécanisme de Higgs, il est lié aux propriétés du vide. Alors, il faut... Allez, qu'est-ce que la masse? Maintenant, il faut que j'explique qu'est-ce que le vide. D'abord, je réponds à la question, qu'est-ce qu'un champ quantique? Un champ quantique, c'est un champ relativiste qui est défini en chaque point de l'espace-temps. C'est un champ quantique, c'est-à-dire c'est un champ d'opérateur, d'émission ou d'absorption d'un quantum d'énergie-impulsion. C'est ce qu'on appelle une particule.
ou une antiparticule. Alors, avec la théorie quantique des champs, vous avez la dualité onde-particule. Le champ, c'est des ondes dans l'espace-temps, mais ce sont des particules dans l'espace du champ défini par le nombre de quanta d'énergie et impulsion. Alors, ce nombre de quanta, c'est l'espace vide de particules. Mais l'espace vide de particules, ce n'est pas le néant. Le vide quantique, l'espace à zéro particule, c'est l'état fondamental, c'est l'état d'énergie minimum du système de champ en interaction. C'est l'état à zéro particule. Et alors, cet état qui n'est pas le néant, eh bien, vous avez un penseur du XVIIe siècle qui en avait déjà perçu une idée, c'est Pascal. Alors j'ai cette citation que je trouve admirable, d'où l'on peut voir qu'il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel, et qu'ainsi l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant. Et alors c'est une lettre qu'il a écrite au révérend Père Noël, qui était le recteur de la Société de Jésus. Bon, donc vous voyez, c'est cette idée que vous devez, entre la matière, la réalité existante, et l'espace vide, vous devez et le néant, vous devez intercaler un concept qui est l'espace vide. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans la théorie quantique de l'unification électrofaible, on a des champs qui interagissent, on a un état fondamental qui est le vide. L'état fondamental, il est d'énergie minimum, il est stable. Et bien, dans cet état stable du vide quantique, la valeur moyenne du champ BEH, du champ qu'on appelle aussi le champ de Higgs, est différente de zéro. Et quand une particule se propage dans ce milieu, mais ce milieu c'est l'univers hein, finalement, quand une particule se propage dans ce milieu, elle va acquérir de la masse. Alors comment le fait-elle? Alors là, on peut utiliser la conséquence des inégalités de Heisenberg. Quand le nombre de particules est bien déterminé, par exemple dans le vide quantique où ce nombre est strictement nul, l'état spatio-temporel du champ est indéterminé. C'est-à-dire que les champs fluctuent. A l'inverse, quand l'état spatio-temporel du champ est bien déterminé, par exemple dans un état cohérent tel qu'il est produit dans un laser, le nombre de particules est indéterminé. Vous voyez, un laser, c'est un flux de photons. Donc le nombre de particules n'est pas déterminé. Dans l'espace-temps, le vide quantique est assimilable à un milieu complexe, siège des fluctuations du ou des champs de Higgs, et en particulier des fluctuations du champ de Higgs. Et dans le cas où ces fluctuations ne se moyennent pas à zéro, le vide peut être assimilé au milieu qui possède une certaine dissymétrie, en utilisant le terme de Pierre Curie, dans lequel peut naître le phénomène de l'émergence de la masse, et c'est ce qui se produit avec le mécanisme BEH. Alors, pour vous expliquer ça, on peut le faire, mais avec une analogie. On ne peut pas le faire mieux qu'avec une analogie. Et cette analogie est la suivante. Vous imaginez une salle, par exemple au CERN, quelques heures avant l'annonce de la découverte du boson. Alors les gens sont en train de parler, de discuter, etc. Vous avez une rumeur un brouhaha, et ça, très fluctuant, mais qui n'aboutit à rien de particulier, ce que j'appelle le vide. Et le brouhaha, c'est le champ de Higgs. Il n'est pas nul en moyenne. Le brouhaha, en moyenne, il n'est pas nul. Bon. Alors, vous allez voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personnalité importante entre dans la salle. Alors, par exemple, ça peut être Madame Fabiola Gianotti, c'était la porte-parole du détecteur Atlas, qui a annoncé la découverte et qui maintenant a été nommée directrice générale du CERN. Hein. Elle entrera en fonction dans un an et demi. Alors si elle rentre,
tout le monde va essayer de voir, parce que tout le monde est intéressé à savoir, peut-être qu'elle va nous dire, elle va nous donner les dernières informations à propos de Atlas. Tout le monde va s'attrouper autour d'elle. Donc, elle ne pourra pas se déplacer facilement dans ce milieu. Ça va la freiner. Donc, elle va prendre de la masse. Alors que si vous aviez, je ne sais pas, n'importe qui, le collecteur des impôts qui passait dans cette salle, lui, il passerait, il continuerait sans masse. Donc, il irait à la vitesse de la lumière, l'équivalent de la vitesse de la lumière dans l'analogie. Et alors donc, d'autre part, s'il y a un physicien de la collaboration CMS qui vient dire, je crois qu'il y a quelque chose qui va être annoncé demain, il y a une rumeur, donc tout le monde va s'attrouper pour essayer d'entendre de quoi il s'agit. Donc vous allez avoir cette rumeur qui, elle aussi, va se déplacer plus lentement. Et ça, c'est le boson de Higgs qui prend sa masse. Et c'est le champ de Higgs qui devient massif. Là, il n'y a pas de personne, c'est seulement le brouhaha qui devient une rumeur qui se déplace. Voyez. Alors c'est une analogie, mais cette analogie a été primée. Parce que quand on était en train de rechercher le boson, on essayait il y a eu une prime qui était donnée à l'analogie qui pourrait être la plus parlante. Si on a le temps, tout à l'heure, je pourrais vous montrer ça, mais en film. Alors voilà, vous avez le bilan du modèle standard, là maintenant. Donc le modèle standard, voilà, il est complètement écrit ici. En violet, vous avez les quarks, qui sont les particules qui participent à toutes les interactions, y compris l'interaction forte. Vous avez en vert les leptons qui ne participent pas à l'interaction forte, et les neutrinos, nu, mu, nuto, qui ne participent même pas à l'interaction électromagnétique parce qu'ils sont sans charge. Et vous avez les trois leptons chargés, mu, to, qui participent à l'interaction électromagnétique et à l'interaction faible. Et puis en orange, vous avez les médiateurs des interactions, le photon gamma pour l'interaction électromagnétique, les gluons G pour l'interaction chromodynamique, le Z0 et les W+, et W- pour l'interaction faible. Donc voilà, tout ça, c'est parfaitement bien délimité maintenant. Alors, ça a été une longue affaire, parce qu'il a fallu découvrir, par exemple, le quark C, le quatrième quark, parce qu'on ne connaissait que U, D et S, et en 1974, le 11 novembre 1974, il y a 40 ans en ce moment, a été découverte une particule qui vraisemblablement est un charmonium, c'est-à-dire un état charme-anticharme. Et donc, c'était la découverte que les Américains ont qualifiée comme étant la date de naissance du modèle standard de la physique des particules. Les Américains qui ont découvert tous les fermions, ont tendance à faire jouer le rôle principal aux fermions. Et les Européens qui ont découvert tous les bosons font jouer un grand rôle aux bosons. Et alors, voilà, et là vous avez le fait que ce boson BEH, ou boson de Higgs, joue le rôle vraiment de clé de voûte du modèle standard. C'est lui qui tient tout ensemble. Alors dans ce diagramme, dans cette figure, nous avons mis les leptons chargés, les neutrinos et les quarks. Ça, c'est donc les particules constitutives de l'univers, de la matière. Et vous avez les 4 bosons intermédiaires. Vous avez le photon, les bosons de jauge, pardon, le photon, hop, il faut que je remonte, le photon, les W+ et W-, le Z et les gluons. Et là, vous avez le boson de Higgs, BEH. Et alors, ces lignes courbes bleues montrent les interactions qui peuvent se passer. Vous voyez, le boson BEH interagit avec les leptons chargés, ils sont massifs. Il interagit avec le W, ils sont massifs. Il interagit avec le Z, il est massif. Il interagit avec les quarks, ils sont massifs. Mais il n'interagit pas avec le photon, il est sans masse. Il n'interagit pas avec les gluons, ils sont sans masse. Il n'interagit pas avec les neutrinos, on aimerait dire qu'ils sont sans masse. En fait, ils ne sont pas tout à fait sans masse. Ils ont une toute petite masse, et ça, c'est très vraisemblablement l'indice d'une physique au-delà du modèle standard. Il va falloir probablement dépasser le modèle standard pour rendre compte de cette petite masse des neutrinos. Il interagit avec lui-même, il est massif. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment la clé de voûte, comme dans une voûte, vous avez, c'est la pierre qui tient tout ensemble.
Voilà donc le principal acquis. Je n'ai pas voulu raconter toute l'histoire de toutes les autres découvertes, mais voilà le principal acquis, celui qui motive l'exposition qui est actuellement en cours au Palais de la Découverte. Alors je passe maintenant à la cosmologie, le modèle standard de la cosmologie, dans lequel je crois qu'il y a un acquis très important, c'est qu'on a pu enfin, et ce n'est pas encore partagé par tout le monde d'ailleurs, séparer d'une part l'univers avec une majuscule, entier, qui est en expansion, et l'univers observable, qui lui a une histoire. Parce que l'univers observable nous donne notre horizon. Alors voilà ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, le point de départ de la cosmologie, c'est l'équation d'Einstein, la théorie de la relativité générale. La voici. Bon, ce n'est pas la peine d'entrer trop dans le détail. En tous les cas, je veux vous expliquer les différents termes. Le G mu nu, c'est ce qu'on appelle le tenseur de métrique de l'espace-temps, c'est l'inconnu de cette équation. Les R mu nu et R, c'est la courbure de l'espace-temps, c'est des quantités qui caractérisent le fait que l'espace-temps n'est pas plat, il est courbé. Lambda, c'est la constante cosmologique. Et puis, le T mu nu, c'est ce qui décrit la matière, c'est le tenseur d'énergie-impulsion de la matière. Alors, c'est une description très grossière, très phénoménologique, et dans laquelle on peut faire des modèles. Et puis vous avez cette constante kappa, qui est la constante de proportionnalité ici, qui est proportionnelle essentiellement à G, divisé par C2, où G est la constante de la gravitation de Newton. Vous voyez ? Ce facteur G sur C2 est ajusté par Einstein pour redonner la théorie de Newton à l'approximation non relativiste. Et alors, ce que traduit cette équation, c'est la chose suivante, c'est que la matière qu'il y a dans le T mu nu, dans le membre de droite, dicte à l'espace-temps comment il doit se courber, qui est le membre de gauche. Et réciproquement, l'espace-temps dicte à la matière comment elle doit se mouvoir. C'est une théorie vraiment d'une beauté conceptuelle tout à fait extraordinaire. Et alors, je termine ce transparent en vous montrant une photo que je dois à l'ancien directeur du département de physique du Palais de la Découverte, Gérard Rumeb, qui est maintenant à la retraite, qui m'avait invité à faire une conférence à propos du boson et du chapeau mexicain à Vannes, où il a dans sa maison. Et avec sa femme, ils ont fait un voyage en Bolivie. Et dans le désert de sel en Bolivie, ils sont tombés sur ça. C'est une vieille locomotive sur laquelle était écrite à la peinture l'équation d'Einstein. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il m'a offert cette photo, je l'en remercie parce que c'est vraiment, elle est extraordinaire. Alors, laissez-moi essayer de vous expliquer le distinguo entre cet univers en expansion et notre univers observable. Nous, c'est O, hein, c'est l'observateur O. Je me mets dans je ne pourrais pas dessiner ça si j'ai un espace à 3 dimensions. Il faudrait rajouter la dimension de temps, donc je n'arriverai pas à le dessiner. Je fais le dessin en supposant que l'espace n'a que 2 dimensions. Et avec ça, en fait, c'est Einstein qui le premier a eu cette idée, on peut imaginer un espace, un univers, qui est fini, mais qui est sans bord. Vous voyez, la surface d'une sphère, s'il n'y avait que 2 dimensions, la surface d'une sphère, c'est fini et c'est sans bord. C'est le bord d'une sphère à 3 dimensions, mais si l'espace n'a que 2 dimensions, la 3e dimension n'est pas dans l'univers. D'accord ? Donc, imaginez que vous avez... c'est comme un ballon que l'on gonfle, hein, que l'univers se réduit à la surface du ballon que l'on gonfle. Et le centre du ballon... Alors, maintenant, vous imaginez que l'expansion de l'univers, c'est que le ballon va gonfler indéfiniment. Bon. Il va gonfler indéfiniment, ça veut dire qu'en fait, que les points collés sur la surface du ballon vont s'éloigner les uns des autres à des vitesses proportionnelles à leur éloignement.
Et ça signifie qu'il y a un horizon. Quand est-ce qu'il y aura cet horizon? C'est quand la vitesse d'éloignement est égale à la vitesse de la lumière. Parce que des rayons lumineux, alors voilà, là j'ai dessiné l'horizon, c'est cette ligne rouge. Le rayon de l'horizon mesuré en distance curviligne, hein, parce qu'on est sur la surface d'une sphère, les distances, ce n'est pas des droits, c'est des distances curvilignes. Le rayon de l'horizon de cette ligne rouge foncée, c'est égal à A de t divisé par A point de t, où A de t, c'est le facteur d'échelle qui sert à mesurer l'éloignement des points sur la surface de la sphère. Alors, et A point, c'est la dérivée de A par rapport au temps. Eh bien, vous voyez que ce rayon de l'horizon, c'est la valeur de A pour laquelle A point vaut C. D'où C divisé par A point. Autrement dit, le rayon de l'horizon, vous voyez, voilà, donc ce qui se passe, tout ce qui est dans cette région en rose, les points qui sont là sont hors dehors de notre univers observable. Donc notre univers observable, il est limité par cet horizon. D'autre part, ceci nous permet de répondre à une question qu'on se fait poser souvent quand on fait des exposés sur la cosmologie. Mais alors, c'est où le point du Big Bang? Pour tout observateur, le point du Big Bang, c'est là où il est. Parce que, comment vous faites le Big Bang? Vous allez essayer d'imaginer remonter le temps en sens inverse. Alors, le ballon va se ratatiner, il va devenir en un point. Mais ce point, c'est le centre. C'est le centre de la sphère. C'est le centre de l'hypersphère. Je dirais c'est une hypersphère, puisque si j'avais 3 dimensions, la sphère externe serait à 3 dimensions et l'hypersphère serait à 4 dimensions. Et donc, pour tout le monde, le Big Bang est centré en nous. Autrement dit, nous sommes le centre de l'univers que nous observons. Vous voyez, ça sonne comme tout à fait anthropomorphique. Mais acceptons cette idée que nous ne sommes pas capables de décrire l'univers entier, mais seulement l'univers observable. Vous voyez, quand nous disons l'univers observable, lui, il a une histoire, puisque si vous remontez dans le temps, vous allez vous ratatiner pratiquement en un point. Donc là, il y a une histoire. Bon. Mais rien ne vous autorise, à partir de la perception d'une histoire de l'univers observable, à affirmer que l'univers entier a une histoire. Vous ne pouvez pas le dire. Et donc l'idée qui est intéressante, ça serait de porter sur un graphique le rayon de l'univers observable, c'est-à-dire le rayon de l'horizon, en fonction de A de t, qui est en gros le rayon dépendant du temps de l'hypersphère. En gros. D'accord? Et c'est ce que l'on fait maintenant. Alors, en effet, au début de la cosmologie, ce diagramme, c'est un diagramme sur papier millimétré. C'est le facsimilé du diagramme en papier millimétré qui servait à Georges Lemaître de marque-page dans son carnet de notes. Donc, vous portez A de t en fonction de t. Et vous avez les différents scénarios d'univers. Vous avez un A de t qui monte et puis qui retombe. Ça veut dire que vous avez une densité de matière très très forte, ce qui fait que l'univers ne peut pas continuer à entrer en expansion, il va se ratatiner. Et puis vous avez une valeur limite, au-delà de laquelle l'expansion risque de s'accélérer. Et donc, Georges Lemaître envisageait toutes ces solutions. Et pour lui, il fallait avoir cette accélération de l'expansion. Et il disait que cette accélération de l'expansion était due à une constante cosmologique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la constante cosmologique a été abandonnée pendant des dizaines d'années et elle vient de revenir depuis le début du XXe siècle. Il y a cette constante cosmologique qui est là. Alors, c'est un peu difficile de se représenter ce qui se passe pour comprendre le dépassement du modèle standard. Alors là, vous avez l'expérience décisive, ça a été la mesure du rayonnement de fond cosmologique. Alors ce rayonnement de fond cosmologique, c'est la première lumière qui a été émise dans l'univers. C'est le moment qui est quelque chose comme 380 000 ans après le Big Bang, où l'univers est devenu transparent par rapport à sa propre lumière.
Au début, avant, c'était un plasma de noyaux et d'électrons, donc il n'y avait pas de lumière, parce que la lumière passait entre les noyaux et les électrons, et puis quand les atomes se sont formés, la lumière a pu sortir. Mais en étudiant cette carte tous azimuts de ce rayonnement, alors ça, c'est l'expérience Kobe qui date début des années 90. Vous avez ensuite l'expérience WMAP qui s'est passée début des années 2000. Et puis maintenant, vous avez l'expérience Planck. Vous voyez qu'en fait, on a une précision qui s'accroît. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un rayonnement qui est extrêmement homogène, qui obéit remarquablement bien à la loi de Planck, à des petites fluctuations près qui sont de l'ordre du 100 millième, qui sont portées ici avec ces fausses couleurs. Et alors, on ne comprenait pas, quand on a découvert ça, comment ce rayonnement pouvait être homogène à ce point, parce que deux points qui sont situés à une certaine distance ici n'ont aucune raison d'avoir été dans le passé dans une relation causale. S'ils ne sont pas dans une relation causale, on ne comprend pas qu'ils aient la même température. Bon. Eh bien, pour répondre à cette question, on a dû imaginer un dépassement du modèle standard, du Big Bang. Alors, cette ligne ici, que l'on prolonge ici, que l'on fait démarrer avec des pointillés, et puis que l'on prolonge ici, là, toujours, hein, comme le mètre, hein, on porte A de t en fonction de t. Ça, c'est le modèle simple du Big Bang. Cette courbe entièreté, ici, c'est s'il n'y avait pas de constante cosmologique. Et celle-là, c'est s'il n'y avait pas ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, vous avez le nouveau modèle, il est comme ça. Alors, c'est très difficile de le porter avec ce diagramme parce que ça, c'est... Vous voyez, les échelles de temps, visiblement, il faut utiliser des échelles logarithmiques parce que les échelles de temps au temps très proche du Big Bang, il faudrait les dilater, sinon vous ne verrez rien. Ça serait dans l'épaisseur du trait, d'accord, si vous aviez des unités qui n'étaient pas logarithmiques. Alors donc, par contre, si vous portez le rayon de l'horizon en fonction de A de t, eh bien vous avez une représentation du grand récit de l'univers qui est tout à fait claire. En effet, sur cette ligne en trait épais, celle-là, rouge, en trait épais, eh bien vous avez la cosmologie de la lambda CDM, le nouveau modèle standard de la cosmologie. Alors vous avez une phase d'inflation primordiale. Alors là, des tas de points d'interrogation. D'où vient cette phase d'inflation? On pense qu'il y a de l'inflation, mais on ne sait pas expliquer d'où elle vient. Est-ce que c'est la grande unification? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Donc il y a des points d'interrogation. Ensuite, vous avez le déroulement du modèle du Big Bang habituel. Vous pouvez, en fait, sur cette ligne, eh bien, finalement, vous pouvez lire le temps cosmique. Et vous avez les différentes étapes qui ont été testées, et en particulier le boson, la transition liée au boson de BEH. Vous avez le confinement des quarks et des gluons qui va faire l'objet d'une conférence ici au Palais de la Découverte. Et puis vous avez l'émission du rayonnement de fond diffus cosmologique qui est dans l'expérience de Planck. Voilà, donc vous avez tout ceci, et donc vous avez en quelque sorte la table des matières du grand récit de l'univers, écrit de manière tout à fait compréhensible. Bon, compréhensible, si vous voulez, vous savez, dans notre livre dont a parlé Julien Babel, il fait 543 pages, et les 2/3 du bouquin sont pour expliquer le mécanisme du BEH. Donc, vous savez, c'est pas dans une simple conférence qu'on peut l'expliquer. Mais néanmoins, bon. Alors voilà, je termine maintenant. Où allons-nous? Comme je le disais au début, hein, où allons-nous du point de vue de la connaissance? Il n'y a que des points d'interrogation. Mais peut-être y a-t-il une nouvelle révolution scientifique à l'horizon. Alors, j'ai complété maintenant le tableau. Alors donc, à partir de 2012, jusqu'à je ne sais pas quand, eh bien, vous avez des tas de questions qui se posent. Vous avez une modification de l'interprétation de la mécanique quantique avec ce qu'on appelle la décohérence.
Vous avez des perspectives extrêmement intéressantes avec la théorie quantique de l'information, avec le principe holographique. Je vous montrerai un petit peu de quoi il s'agit. Et puis vous avez des tas d'interrogations. Est-ce qu'on a la grande unification de toutes les interactions? La forte, la faible, l'électromagnétisme, mais peut-être aussi la gravitation. Est-ce que vous avez la supersymétrie? Est-ce que vous comprenez d'où vient la matière sombre? Est-ce que vous comprenez l'inflation? Est-ce que vous savez comment quantifier la gravitation? Ça, c'est une grande question. Donc on a des tas de questions que j'ai représentées en complétant un petit peu le diagramme des trois, le nouveau trépied, avec aux interfaces, vous avez les questions qui se posent. Alors, par exemple, donc, vous avez la physique des hautes énergies, bon, c'est la théorie quantique des champs, là j'ai repris ce que j'avais avant, la relativité générale. Vous avez, maintenant j'ai remplacé ce que j'avais avant par le modèle standard consolidé. C'est-à-dire que c'est la construction de ce grand récit de l'univers en utilisant les deux modèles standards et en utilisant toutes les techniques de la physique statistique et toutes les collaborations avec toutes les disciplines. L'affaire des comètes, ça rentre là-dedans. Hein, vous êtes d'accord? Les origines de la vie, ça va rentrer aussi là-dedans. Ah, c'est pas moi, non. Et donc, vous avez aux interfaces, eh bien, vous avez des questions qui se posent. Là, par exemple, entre la physique des hautes énergies et la cosmologie, est-ce qu'on a la grande unification? Est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi il y a une dissymétrie entre matière et antimatière? C'est une grosse question qui se pose. La matière, d'où vient la matière sombre? D'où vient la masse des neutrinos? D'où vient l'inflation? Tout ça, ça n'est que des points d'interrogation. Il y a un schéma qui peut permettre de mettre de l'ordre là-dedans, c'est ce qu'on appelle la dualité jauge-gravité, qui fait intervenir la constante H, et puis une constante qui est dérivée des trois constantes universelles H, C et G. Hein, c'est l'aire de Planck qui est égale au produit de la longueur de Planck. La longueur de Planck par le temps de Planck, c'est Hg sur C4. Alors vous avez ici des grandes questions qui se posent. Qu'en est-il de la décohérence et de l'intrication? Vous savez, c'est tout ce qui a tourné autour du paradoxe Einstein, Podorcy, Rosen, des expériences d'aspect. Et donc, avec peut-être une possibilité qui est la théorie quantique de l'information, où on a deux constantes qui jouent un rôle important, H et KB. Vous avez ici l'interface entre la cosmologie et le modèle standard cosmologie et la physique quasi classique ou quasi newtonienne. Vous avez la constante cosmologique qu'il a fallu rajouter. Est-ce que c'est ça qui explique l'énergie sombre? Et vous avez en fait un principe qu'on appelle le principe holographique qui fait intervenir les deux constantes KB, la constante de Boltzmann, et AP. Et puis au sens, là, dans le petit triangle ici, eh bien, vous avez l'horizon vraiment de la gravitation quantique, où vous avez les trois constantes, avec les trous noirs, le paradoxe de l'information, etc. Donc, je pense qu'il y aura peut-être la conférence de Binetruy abordera sans doute ces questions. Et alors, je termine ici par une citation d'Einstein. Voilà, qui date de 1936. Il a bien vu qu'il y avait deux grandes théories, hein, la théorie des champs, de la physique quantique, et la théorie de la relativité générale. Alors, il avait trouvé une difficulté. Ceci nous amène à appliquer des méthodes statistiques de la théorie des quanta aux champs, c'est-à-dire à des systèmes à une infinité de degrés de liberté, bien que les théories faites jusqu'à présent se soient limitées aux équations linéaires, qui, comme nous le savons, par les résultats de la relativité générale, sont insuffisantes, c'est-à-dire, bien qu'on soit limité à la relativité restreinte, les complications que ces très ingénieuses tentatives ont rencontrées jusqu'à présent sont déjà terrifiantes. Donc, réconcilier physique quantique et théorie des champs, ça lui paraissait terrifiant en 1936. Mais alors il dit, ces difficultés s'élèveront certainement jusqu'à la hauteur du ciel si l'on veut satisfaire aux exigences de la théorie de la relativité générale, dont le bien fondé fondamental n'est mis en doute par personne. Donc la réconciliation de la physique quantique et de la relativité générale, ça lui semble absolument insurmontable. Et bien pourtant, déjà on peut dire que
on a réussi le mariage de la physique quantique et de la relativité restreinte. Et ça, c'est réalisé dans le modèle standard de la physique des particules. Quant au mariage de la physique quantique et de la relativité générale, ça sera très difficile, comme le transparent, la diapositive précédente vous le montre, mais elle peut se décliner, cette réconciliation, en une série de problèmes qui sont des problèmes scientifiques bien posés et sur lesquels on a déjà pas mal avancé et on continuera à avancer. Donc c'est ce défi, hein, alors c'est un défi purement intellectuel. Il avance, mais je vous rappelle ce que nous disions au tout début, ce défi intellectuel, c'est pas ça vraiment qui nous motive, c'est d'aller le plus loin possible dans la connaissance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles Cohen-Tanoudji? Non. Alors moi, je vais peut-être vous en poser une. Bien sûr. Vous parlez de la masse des neutrinos qui ne pouvait pas être expliquée par le modèle standard actuel. Qu'est-ce qui empêche à la main de rajouter un couplage des neutrinos au boson de Higgs pour qu'ils acquièrent une masse comme les autres particules? Effectivement, rien n'empêche ça. Mais cela étant, il faudra qu'on introduise des familles de neutrinos. Vous savez, pour mettre les masses, on doit mettre, pour chaque fermion, on doit dédoubler les fermions gauchers et des fermions droitiers. Donc, pour avoir de la masse, il faut des fermions gauchers et des fermions droitiers. Si on voulait mettre de la masse aux neutrinos, il faudrait des neutrinos gauchers et des neutrinos droitiers. Et ces neutrinos droitiers, ils n'auraient aucune des interactions du modèle standard. Alors pourquoi les rajouter? Vous voyez, donc c'est un argument purement... il n'est pas du tout convaincant. Après tout, c'est possible que ce soit comme ça. Ça serait très surprenant. Voilà. Parce que, d'autre part, il y a des tas d'idées théoriques sur une possibilité de masse de neutrinos. Les neutrinos, il y aurait... Vous voyez, si vous avez la grande unification à une énergie beaucoup plus élevée, vous pouvez avoir encore à nouveau un mécanisme de Higgs, et là, vous auriez l'apparition de masse des neutrinos à ce moment-là. Autrement dit, les neutrinos auraient acquis leur masse avant les autres particules, dans une étape bien antérieure. Et alors ça aurait des conséquences, avec peut-être la désintégration bêta sans neutrinos, et puis, des expériences qui sont en cours. Voilà. C'est ça que je veux dire. Peut-être que ça sera tranché assez rapidement. Cela étant, parmi les programmes de recherche, les recherches qui sont programmées dans le futur, les neutrinos restent très importants. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Cohen-Tanoudji? Oui. Est-ce qu'on peut qualifier le champ de Higgs de cinquième interaction de la nature? C'est une très bonne question. Ça n'est pas une cinquième interaction, parce que ça fait partie de... En réalité, ce qui est très intéressant avec ce boson de Higgs, vous avez raison, parce que on peut se poser la question, elle est parfaitement légitime. Il se trouve que les interactions par échange du boson de Higgs ont un couplage, un paramètre qui mesure leur intensité, qui est proportionnel à la masse des particules qui sont impliquées. Et ça fait penser à une chose, ça fait penser à de la gravité. En fait, l'interaction liée au boson de Higgs, ça pourrait être considéré comme la gravitation qui est induite par l'interaction électrofaible. Parce qu'après tout, le principe d'équivalence nous dit que, en l'absence d'interaction non gravitationnelle, on est en chute libre. Donc, en absence d'interaction non gravitationnelle, il n'y a pas de gravitation. Donc, on peut dire que la gravitation, c'est une interaction induite par les autres interactions. D'accord ?
Eh bien, si cette interaction est gravitationnelle, elle est proportionnelle à la masse. Donc, on peut dire que peut-être le boson de Higgs, l'interaction liée par le champ de Higgs, c'est l'interaction gravitationnelle induite par l'interaction électrofaible. Et je dois dire que cette idée, elle est à la base de beaucoup d'approches. En particulier, cette approche que j'ai appelée la dualité jauge-gravité. Voilà. Donc, effectivement, personnellement, je suis très proche de cette idée. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une autre interaction. C'est la gravitation. C'est la gravitation aux échelles de l'interaction électrofaible. Après tout, on ne sait pas comment elle est, la gravitation aux échelles d'interaction faible. Voilà. D'autres questions? Ah, voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, quand une particule interagit avec le champ de Higgs, j'ai l'impression qu'en fait, une partie de son énergie est stockée dans cette interaction, ce qui, en fait, fait apparaître une masse. Et en fait, je me demandais si quelque part, il n'y avait pas une partie de cette énergie qui était perdue ou en fait diffusée. Comment ça? Quelque part, en fait, j'ai l'impression que la masse, c'est pas quelque chose qui se perd, en fait, pour une particule. Et en fait, je comprends pas en fait comment cette interaction entre la particule et le champ de Higgs ne génère pas des diffusions en fait. Ouais, si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, dans ce modèle, dans cette théorie, la masse vient de l'interaction avec un milieu. Ça n'est pas une propriété intrinsèque. Voilà. Et le milieu, en l'occurrence, eh bien, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire c'est l'univers. Et donc, vous voyez, d'après cette théorie, c'est passé une fois dans l'histoire de l'univers. Une fois que les particules ont eu leur masse, ben, elles la gardent, hein, c'est fini. Vous voyez, donc, ce que je crois comprendre de votre question, c'est que je pense que ça rejoint un peu cette idée, c'est-à-dire que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules. Voilà. Parce que les particules ne sont pas préexistantes. Vous savez, dans la désintégration bêta, hein, le noyau qui désintègre en un proton, le neutron qui désintègre en un proton, plus un électron, plus un antineutrino. À l'époque de la découverte, on imaginait que l'électron préexistait dans le neutron. Il y avait ce qu'on appelait les électrons nucléaires. Eh bien non. L'électron, il est produit dans la désintégration. Il ne préexiste pas. C'est assez formidable. Dans l'effet Compton, l'effet Compton, c'est le choc élastique entre un photon et un électron. Photon plus électron donne photon plus électron. On a envie, quand on pense aux billes, on a envie de dire que le photon rebondit sur l'électron. Non. Elle se passe en deux temps, l'interaction. L'électron incident reçoit un photon, il l'absorbe, il devient un électron porté à un niveau d'énergie plus élevé qui se désintègre ensuite en un photon et un électron. Ce photon, le photon final, il n'a rien à voir avec le photon initial. On peut même imaginer aussi que cette collision, elle se passe d'une façon un peu différente. Vous avez le photon qui arrive, qui se matérialise en un électron et un anti-électron, et puis l'anti-électron s'annihile avec l'électron final en un photon final. Bon. Vous voyez, donc, en théorie quantique des champs, la matière, ce n'est pas des particules bien individuelles. D'accord. Les particules peuvent être produites, peuvent disparaître, etc. Et elles viennent du vide, finalement. Et juste en complément, en fait, est-ce que quelque part, quand on a beaucoup de matière, quelque part dans l'univers, est-ce que l'interaction avec le champ de Higgs ne peut pas influencer le champ de Higgs lui-même? Est-ce que la valeur du champ de Higgs peut-il changer quelque part dans l'univers? Ça, c'est ce qui s'est passé au moment de la transition, oui. Mais maintenant, vous voyez, ce qui se passe, il n'y a plus de champ de Higgs maintenant. Vous voyez, il n'y a plus de champ de Higgs. Mais par contre, quand vous faites ces expériences à cette énergie, etc., vous avez pu
en gros, reproduire les conditions de l'univers quand il y a eu la transition. Mais c'est un événement unique. Et effectivement, le champ de Higgs a interagi avec les autres, ça bien sûr, oui. Oui. Voilà. Ouais, le micro va essayer d'arriver, là. C'est devant. Le voilà. Est-ce que l'intrication quantique, le fait que des particules aient en commun une information alors qu'elles sont à une distance supérieure à celle nécessaire à la lumière pour leur transmettre cette information, pourrait expliquer l'isotropie du fond diffus cosmologique sans faire intervenir la théorie de l'inflation? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Il faudrait imaginer qu'on a des particules qui pourraient... Ah oui. Oui, l'intrication quantique, les expériences d'aspect. Non, je ne crois pas que l'intrication quantique puisse expliquer, remplacer l'inflation. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'avec l'inflation, on a des corrélations, on a pu... Oui, alors je vais le dire un peu autrement. Ce qui s'est passé lorsqu'on a étudié, en fait c'est dans un problème très académique, c'est ce qui se passe avec des trous noirs, un trou noir qui se forme et puis qui désintègre. Il y a eu un grand débat entre Hawking et Susskind. Hawking dit que la physique quantique est en défaut parce qu'on ne conserve pas l'information. Et Hawking a répondu que, en fait, non, c'est pas vrai. Si vous utilisez la dualité jauge-gravité, le principe holographique et la complémentarité, alors vous montrez qu'il n'y a pas de violation, de non-conservation de l'information. En fait, ce qui se passe, l'intrication induit des corrélations entre ce qui est d'un côté de l'horizon et ce qui est de l'autre côté de l'horizon. Et donc, c'est ça que peut permettre de résoudre les théories modernes. Mais je ne vois pas en quoi ça remplacerait le mécanisme de Higgs. Je me trompe peut-être, mais enfin, je ne vois pas très bien en quoi. Pas le mécanisme de Higgs. Pardon ? Pas le mécanisme de Higgs, mais l'isotropie du CMB sans faire intervenir l'inflation qui a été introduite ultérieurement. D'accord. Ce n'est pas seulement l'isotropie, c'est la... Oui, Oui, bon, alors effectivement, bon, je ne sais pas. Je ne veux pas vous répondre, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment a-t-on détecté le boson de Higgs? Je crois savoir que c'est par une énergie. On n'a pas vu de particules particulières, en quelque sorte, qui passaient dans les détecteurs. Les détecteurs ont simplement mesuré une très grosse énergie. Alors, j'ai trois questions. De quel ordre était cette énergie? 2 fois, 3 fois, 4 fois celle des plus grosses qu'on connaît? Et combien de bosons a-t-on trouvé, a-t-on rencontré? Alors, attendez, comment on a détecté le boson de Higgs? Le modèle standard nous dit exactement ce boson de Higgs, comment il doit se désintégrer. Et on sait comment il doit se désintégrer en fonction de la masse supposée qu'il peut avoir. Donc on a recherché dans telle région de masse. Bon, et on a trouvé un pic dans une masse. Bon, oui, mais ça veut dire qu'on a trouvé une tranche d'énergie, en fait. Voilà, une tranche d'énergie dans laquelle on a une quantité au-dessus du bruit de fond possible. Oui, donc, mais combien de fois au-dessus du bruit de fond? Je ne sais pas, on a plusieurs dizaines maintenant de bosons qui ont été... c'est suffisant, hein, c'est suffisant pour l'affirmer. Alors on a un degré de confiance qui est maintenant... mais ça a été répété beaucoup de fois? Ah oui, bien sûr, oui. Ou c'est une expérience isolée? Ben, écoutez, en plus, c'est 2 expériences qui l'ont trouvé au même endroit. Donc il y a un recoupement, donc c'est bien établi maintenant. Hein.
Parce qu'il peut y avoir des coïncidences aussi lors des collisions et de la détection des énergies dissipées. Ah oui, non, non, ça maintenant, ça c'est vraiment exclu comme statistiquement. Statistiquement, c'est la chance que ce soit un faux signal, c'est moins d'un 10 millième ou quelque chose comme ça. Ah, oui, non, ça, donc on en a observé beaucoup. Ah, on en a observé beaucoup, oui. Et c'est pas seulement qu'on en a observé beaucoup, on a observé un nombre suffisant en accord avec les prédictions théoriques et avec le recoupement des deux expériences. Vous voyez, oui, mais les prédictions théoriques, on a vu souvent qu'elles comportaient de nombreuses variantes et qu'au fond, on était toujours un peu en accord avec l'une des variantes. Pas pour le modèle standard, justement, pas pour le modèle standard. Et avec la concordance des deux expériences, on est tranquille, quoi. Voilà. Alors, je suis désolé, ça sera la dernière question, parce que M. Cohen-Taoudji a un train à prendre ensuite. On a un train à prendre avec ma femme. Vous avez dit que pour les HC, on a découvert apparemment le boson la moitié de l'énergie. Oui. Donc l'énergie va doubler l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce que vous attendez à trouver, ou est-ce qu'il y a des simulations déjà? Alors là, écoutez, là on est dans la situation où on a de l'espoir de trouver des choses. Par exemple, il y a eu une déception avec la première, c'est que on pensait qu'on aurait la supersymétrie. C'est des particules qui sont des partenaires de toutes les particules connues, qui devaient avoir des masses à peu près dans l'endroit où on explorait avec le LHC. Donc on peut espérer qu'on va trouver de la supersymétrie, qu'on va trouver d'autres particules inconnues, donc des éléments qui vont nous suggérer d'aller au-delà du modèle standard. Mais là, on est vraiment un peu dans une... C'est un peu angoissant pour les physiciens des particules, parce qu'il n'est pas non plus exclu qu'on ne trouve rien d'autre. Et ça c'est l'angoisse du désert, c'est-à-dire l'angoisse du fait qu'il faudra attendre des énergies énormes. Et alors là, ces énergies énormes, on ne pourra pas se lancer dans des recherches avec des énergies énormes si on n'a pas une justification théorique solide pour le faire. Ou si on n'a pas une nouvelle technologie qui permet d'avoir des puissances beaucoup plus élevées à moindre coût. Donc on va dire que pour le futur, il vaut mieux que le LHC trouve quelque chose pour éventuellement refaire un autre super LHC, quoi, non? Voilà. Bon, alors c'est pourquoi on attend les résultats de cette expérience à l'énergie nominale, parce que là, ça pourra nous guider pour faire d'autres projets. D'accord. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oui. Oui, oui, oui.